fini. S'ils gardent Odessa, ils peuvent essayer de continuer à exporter leur blé, etc., vers tous les pays. Donc, les grandes discussions, ça va être sur le contrôle d'Odessa. Et je signale, pour ceux que ça intéresse, que la quasi-totalité de ceux qui ont créé Israël, Ben Gurion, etc., Golda Meir, ils étaient tous d'Odessa. Ah. C'était rigolo, hein. C'est-à-dire qu'il y a des liens très forts entre cette partie, Israël, familiaux, etc. Donc là, on touche à d'autres sujets, mais qui ne sont pas inintéressants. Bon. Alors maintenant, essayons de comprendre ce que ça veut dire du point de vue financier. Et alors, je passe au deuxième graphique qui va apparaître sur votre écran. Et voilà le cercle de Valérie Pieris. Je ne sais pas du tout pourquoi il s'appelle comme ça d'ailleurs, mais enfin c'est le cercle de Valérie Pieris. C'est probablement une madame Valérie Pieris qui a trouvé ce cercle-là. Oui, ce cercle-là, il y a plus de la moitié de la population mondiale qui vit là. Très bien. Mais revenez si on revient à la truc précédente, ce qui n'est pas très évident, vous voyez que c'est l'endroit où rien n'a été fait encore. Il n'y a pas de ligne, il n'y a rien. Pourquoi ? Alors là, revenons donc à mon cercle de Valérie Pieris. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est là où s'est passée la crise asiatique. Maintenant, revenons à une idée que j'ai souvent présentée ici, qui est quand deux pays doivent commencer à faire du commerce ensemble, il faut une ligne de communication. Hein. S'il y a un troisième pays qui rentre, il en faut 3. S'il y a un quatrième pays qui rentre, il faut 6 lignes. S'il y a N pays qui rentrent, il faut N facteur de N-1 divisé par 2 lignes de communication. Bon. Toute cette zone avait des lignes de communication qui étaient assez simples, c'est-à-dire chaque pays avait une ligne de communication privilégiée, mettons avec l'Allemagne et les États-Unis, mais ils ne faisaient pas de commerce entre eux. Mmh. C'était pas la peine, tu vois, parce que leur seul but c'était d'acquérir bon. Donc maintenant, ils vont se mettre à faire du commerce entre eux comme des fous, et leur objectif numéro 1, ça va être d'avoir une rentabilité du capital supérieure à celle qu'ils avaient en faisant du commerce avec les États-Unis, puisqu'ils n'ont plus besoin de faire du commerce maintenant. Ils n'ont plus besoin de gagner des dollars, puis ils en ont trop. Donc ça veut dire que la rentabilité du capital investi va augmenter de façon extraordinaire dans cette zone blanche. Alors maintenant, si tu es un Coréen ou n'importe quoi, tu ne vas pas investir dans des obligations françaises qui te rapportent 0, alors que tu peux gagner du 12% si tu investis en Inde. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, mais à partir du moment où la rentabilité du capital va augmenter de façon extraordinaire dans cette zone, ça va devenir de plus en plus intéressant d'investir, et les taux d'intérêt vont monter dans cette zone, parce que la croissance monte de façon extraordinaire dans cette zone, tu vois. Mais à ce moment-là, ils n'ont plus aucune raison d'aller transférer le pognon chez nous. Donc c'est un gros problème de baignoire encore. Tu te souviens, le problème de baignoire, c'est qu'il y a un trou dans la baignoire, mais il y a le truc qui coule, quand est-ce qu'elle déborde, etc. Ce qu'il y a, c'est que eux, ils déversaient de l'eau chez nous, donc nos taux d'intérêt étaient bas, mais s'ils cessent d'inverser, nous, nos taux d'intérêt vont monter à un niveau qui sera nécessaire pour faire concurrence aux taux d'intérêt là-bas. Mais si les taux d'intérêt montent de 2 ou 3% quand ils vont monter en France, on saute. Oui. Oui. On saute. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tous ceux qui ont des cash flows négatifs, hein, mettons la France, allez. Tous nos pays sont en cash flow négatif. Et qu'est-ce que fait Trump ? Trump, il est en train de dire un truc rigolo. Vous regardez la carte, vous voyez les États-Unis là. Qu'est-ce que vous voyez tout blanc là au-dessus des États-Unis ? C'est le Groenland ? C'est le Groenland. Qu'est-ce que vous voyez au-dessus des États-Unis ? C'est le Canada. Pourquoi il a gueulé sur le Panama qui est en bas là ? C'est pour en prendre le contrôle. Donc ce que Trump est en train d'essayer de faire géopolitiquement, c'est de faire une forteresse Amérique. Ouais, on a fait une émission, il y a 2 émissions qui s'appellent, vous pouvez retrouver, Forteresse Amérique. Forteresse America. Ça veut dire que on en avait parlé déjà, mais ça veut dire que ce qui va se passer aux États-Unis, c'est assez simple. Les États-Unis, pour contrôler les mers, qui font tout le tour comme ça, hein, ils ont dans le monde à peu près 950 bases militaires.
950. La CIA en a à peu près 250 en plus. Hein. La CIA, c'est là où se passent tous les coups tordus. Les autres, c'est juste des soldats. Ben, Trump se dit, je ne peux plus contrôler la masse asiatique, puisqu'ils sont pas. Maintenant, ils passent tout par terre. Je peux plus. C'est une réalité. Oui, c'est une réalité concrète quand on. Donc, voilà, j'ai pas rien, c'est comme ça. Voilà. Bon, ça va se passer. Les taux d'intérêt vont monter et tout, donc il faut que j'essaye de repasser en cash flow positif. Comme je contrôlerai plus l'empire, je ne peux pas me permettre d'avoir des produits. Il est trop fragile pour utiliser notre strat. Donc, du point de vue technologique, les Chinois sont maintenant beaucoup plus balèzes que nous dans l'industrie, et ailleurs les États-Unis. Donc, du point de vue technologique, on n'est pas. Et le pire, c'est que on est tellement gouverné par des enfants qu'aujourd'hui, on a des gens comme Attal qui vont taper de leurs petits pieds à l'Assemblée nationale en disant il faut des gestes forts, je ne sais pas sur quoi. On nous parle de choses qui n'ont aucun intérêt. Personne n'a de vision globale. Ils ne voient pas la tectonique des plaques. Ils sont là en train de dire... ils pensent que l'Europe, c'est encore le centre du monde. Vous voyez que le cercle blanc, il est là autour de la France, hein. Le cercle blanc, il est en bas à droite. Là, il y a plus de la moitié de la population mondiale et à peu près 80% de la croissance mondiale se passe là. Et alors maintenant, vous vous dites, bon, il va falloir bâtir des infrastructures gigantesques dans cette zone pour qu'ils se mettent à se parler les uns aux autres. Hein. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça va être... Il y a une épargne excédentaire considérable qui est là. Donc, ils ont le pognon. La question, c'est qui va être le centre financier qui va allouer le pognon. Parce alors, quand ça s'est passé en Europe dans les années 50-60, le centre financier, c'était New York. Vous voyez, c'était de l'extérieur. Ça pouvait être un peu la City, mais c'était surtout New York. Tu m'as dit ça, je pensais au Moyen-Âge. Mais non, c'était Venise. Au Moyen-Âge, c'était Venise. Mais là, c'est New York qui, depuis les années 50, etc., allouait grâce au privilège du dollar, allouer le capital partout dans le monde. C'était eux qui décidaient. Mais vous pensez bien que cette zone, elle vient de se sortir de la domination des États-Unis. Oui, c'est pas pour y revenir. C'est pas pour y revenir. Donc vous regardez comme ça, vous prenez votre petit télescope et vous agrandissez ça. Et au milieu de la zone, là, à droite de l'Indochine, et puis de la truc qui descend là, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Hong Kong. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer un truc extraordinairement intéressant. C'est que j'ai remarqué, vous savez, en principe, la création de réserves de change, comme les États-Unis étaient la monnaie de réserve, venait du déficit extérieur américain. Les Américains avaient des déficits qui se retrouvaient en France, je ne sais pas où, et ça devenait des réserves de change. Et j'avais fait des calculs sur le bas, comme on dit, sur l'arrière d'une enveloppe. Si les États-Unis faisaient 100 de déficit, il y en avait à peu près 40 qui revenaient en réserve de change. Les 60 restants, ils restaient dans un système pour le capital de roulement nécessaire pour bouger les bateaux, acheter le pétrole, etc. Bon. Et depuis 5-6 ans, si je faisais toujours mes 40%, il me manquait 2000 milliards de dollars. Et je disais aux gens, vous ne savez pas où ils sont. Je demandais à tout le monde, vous n'avez pas une idée, pas. Et puis récemment, j'ai trouvé qu'ils étaient à Hong Kong. C'est-à-dire que les Chinois qui pensent quand même vachement bien, ils ont dit on va plus mettre nos milliards de dollars excédentaires. Et ils l'ont dit à tout le monde en Asie, à New York, parce qu'on va nous les piquer comme on l'a fait aux Russes. Vous allez les mettre dans le dollar de Hong Kong, qui est équivalent au dollar, hein, mais là, personne ne vous les piquera. Donc, tu as 2000 milliards de dollars à Hong Kong qui sont là. C'est de la poudre sèche, tu vois, qui est là, il se passe rien. Et la question, c'est maintenant, c'est dans le domaine financier, je retourne à mes racines de financier, si ces 2000 milliards de dollars se mettent à bouger, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire des infrastructures, tout ça, ça va être prêté par Hong Kong, qui va devenir un centre financier incroyable. Et il y en a une partie qui vont acheter la bourse chinoise et les bourses locales. Parce que, c'est pas une mauvaise idée, quoi, puisque tu sais qu'il va y avoir une croissance pas possible. Donc tu te retrouves dans une zone où il y a une population
Et ce qui nous pend au nez, ce qui va arriver, c'est à peu près certain, c'est que vous allez avoir un immense axe qui va se créer. Moscou, Pékin, Delhi. C'est le triangle du futur qui est complètement terrestre. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans cet axe, la géopolitique, c'est souvent la lutte des puissances maritimes contre la lutte des puissances terrestres. Et là, c'est la première fois depuis très longtemps, depuis quasiment l'Allemagne de Guillaume II, qu'on voit apparaître une puissance terrestre qui peut l'emporter sur une puissance maritime. Alors, encore une fois, je ne porte pas de jugement de valeur, je m'en fous. Mon métier, c'est pas de dire c'est bien ou c'est mal. Mais je dis, c'est en train de se passer. Et le centre financier pour ce triangle du futur, ce sera Hong Kong, qui a l'avantage d'être en Chine, mais pas en Chine, et qui bénéficie du droit anglais. Donc les gens en confiance, tu vois. Donc je me dis, il faut investir ici, quoi. Mais il y a plusieurs façons d'investir. Et là, je reviens à quelque chose que j'ai souvent dit. Vous prenez la France. Bon, il va y avoir un développement industriel immense, là. Et même peut-être aux États-Unis, d'ailleurs. Donc, les valeurs industrielles vont être portées. C'est peut-être plus l'intelligence artificielle. Donc, on a peut-être un changement de leader dans les marchés. Si tu veux, c'est à la place d'avoir Nvidia, ça va être les grandes valeurs industrielles japonaises ou surtout chinoises. Bon. Et vous regardez l'indice des valeurs industrielles en Europe. Je reviens à notre pauvre Europe, là. L'indice des valeurs industrielles en Europe. Il y a un indice qui est fait par MSCI, donc Morgan Stanley Capital International, des valeurs industrielles en Europe. C'est comme le CAC 40, mais c'est simplement pour les valeurs industrielles en Europe. Eh bien, la France, les valeurs françaises font 28% de cet indice, et les valeurs allemandes font 21% de cet indice. Tu en as parlé la semaine dernière. Et donc, c'est absolument... Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est de voir que ce pays qui n'a plus aucune industrie a les plus belles valeurs industrielles du monde aujourd'hui. Parce qu'elles font tout en dehors de France. Voilà, mais elles ont leurs ingénieurs, elles ont tout ça vient toujours du système français. Mais donc on a les meilleurs ingénieurs du monde. Oui. Encore. Et ils continuent à faire. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes français. Alors, pour l'instant, on ne les recommande pas dans l'université de l'épargne parce qu'on n'a pas fait assez de travaux, puis il y a beaucoup de choses à faire encore, mais... Non, puis on est dans les prémices de quelque chose. Il faut qu'on commence à voir émerger des géants. Et puis alors évidemment, si vous êtes très impliqué dans ces marchés, vous allez peut-être vous repérer le prochain L'Oréal et ainsi de suite. Mais il faut quand même être un homme de terrain dans ces choses-là. Et puis voir ce qui va se passer. Mais vous regardez par exemple, ça ne peut pas se faire le développement dans cette zone blanche au milieu sans un développement prodigieux d'électricité. Bon, vous avez Schneider, qui est le leader mondial et qui fait 5% de ses ventes en France. Et vous aurez peut-être un développement des gaz industriels aussi, c'est absolument indispensable pour la croissance. Vous avez Air Liquide. Sûrement aussi des métaux. Des métaux, vous pouvez avoir tout un tas de métaux dont tu vas avoir besoin, etc. Et à ce moment-là, vous avez des sociétés françaises qui font ça. Donc je veux dire... Tout ce qui est bâtiment, parce que ça va construire aussi. Ça va construire, etc. Le bâtiment français, il est un petit peu trop dépendant du gouvernement. Mais malheureusement. Donc ce que je veux dire, c'est que vous avez des valeurs où il faut... qui ne sont pas des valeurs de technologie, mais qui sont des valeurs d'extraordinaire savoir-faire. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire... Et donc, voilà. Donc, vous pouvez aussi, si vous êtes indépendant, si vous n'êtes pas à l'université de l'épargne, si vous voulez gérer votre portefeuille indépendamment, faire une liste des valeurs françaises extraordinaires qui vont en bénéficier massivement et qui ont un avantage, c'est qu'elles sont cotées à Paris. Comme ça, vous n'avez pas... Et donc... L'Ukraine est un pays bizarre parce qu'il y avait dans le fond les 3/4 des gens en Ukraine qui n'avaient pas envie d'être ukrainiens. Ils voulaient être du pays d'à côté, quoi. Ouais. Donc, une des bases de la diplomatie française depuis Napoléon III, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et c'est marrant, on n'en parle plus du tout de celui-là. Maintenant, on parle du côté intangible des frontières. Les gens de gauche, ce qui me fait marrer. Donc, ce qui peut se passer aussi, c'est que l'Ukraine disparaisse. Enfin, je veux dire qu'il reste un croupion au milieu, et puis voilà, c'est tout, quoi. De toute façon, ça va se résoudre avec cette histoire d'Odessa dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Parce que privés d'Odessa, ils vont avoir assez peu de commerce à faire. Et surtout, ils devront passer par les trains qui passeront par la Biélorussie et tout, donc ils sont cuits, quoi. C'est-à-dire que... Ce que j'ai essayé de dire, la dernière remarque que je voudrais faire, et puis on va vous laisser, mais
c'est extraordinairement important. C'est extraordinairement important pour tout ce qui est croissance. C'est extraordinairement... Donc, la globalisation n'est pas finie du tout. Nous, on a décidé d'en sortir. Les États-Unis, peut-être. Mais ça part à fond la caisse. Le côté ricardien, ça repart au maximum. Et là, c'est là où ça va. C'est quand même la moitié de l'humanité. Hein. Faut pas... Donc, on faut pas s'imaginer que nous, avec nos 400 millions, là, on n'a pas autant d'impact que les 3 ou 4 milliards qui sont là, quoi. Donc, c'est extraordinairement important de... c'est extraordinairement joyeux parce qu'il y a la moitié de l'humanité qui va voir son niveau de vie monter de façon extraordinaire. Donc, si nous, on a choisi des crétins pour nous gouverner, qu'on baisse... Mais la vérité, c'est que là, les gens vont être heureux, il va se passer plein de trucs. Et 3, ça veut dire aussi que l'une des grandes parties du pouvoir des États-Unis, c'était le pouvoir qu'ils avaient d'empêcher les gens de se servir de leur monnaie. C'est-à-dire, tu vois, c'était et le dollar était nécessaire à tout le monde. Mais va émerger dans cette zone, avec le dollar de Hong Kong et puis les autres monnaies, une monnaie qui sera quasiment libre. Tu vois, les États-Unis ne pourront plus t'empêcher de vivre en te fermant le dollar. Donc, c'est que les 15 dernières années où les élites américaines ont essayé d'imposer au monde l'empire américain, ça ne marche pas. L'empire américain se retourne vers ses racines. Et si j'analyse les choses, puisque l'empire disparaît, se contraint, le reste du monde va devenir plus libre. Et c'est au poil. Donc je ne comprends pas pourquoi les gens sont pessimistes. Alors, je voudrais réagir sur quelque chose qui est un peu en dehors de ça, mais qui est une question quand même ouverture. Tu parlais de la nécessité d'avoir un optimisme. Mais ne penses-tu pas que dans une population aujourd'hui française, si on regarde, qui est composée accessoirement de boomers, pour employer la terminologie sociologique, qui deviennent tous vieux. Non, mais qui, par définition, la plupart du temps, parce que tu es l'exception qui confirme la règle, mais en vieillissant, les gens ont plus peur, se projettent moins dans l'avenir, donc font peut-être des choix politiques aussi qui ne sont plus menés par l'envie d'en découdre, l'envie de découvrir, et en font menés par la peur. De l'autre côté, on a une immigration qui, quand elle arrive, est absorbée par des gens comme Jean-Luc Mélenchon qui l'a... Une partie, moi je pense qu'il y a 20%. Une partie, mais je pense... 80% des gens qui, à mon avis, sont très contents d'être français et qui voudraient bien qu'on leur foute la paix. Oui, mais celle-là est instillée de mauvaises graines, ouais. et nourrie de haine. Donc, comment veux-tu qu'on ait des gens qui nous représentent et qui soient des gens du futur et qui aient une vision de quelque chose? C'est-à-dire, indépendamment de la présomption fatale de Hayek, qui à l'époque nous disait nos élites vont vous conduire vers plus de bêtises, je crois qu'aujourd'hui, la courbe des âges fait qu'on n'a même plus la question de la présomption fatale, on l'a un peu à la marge dans la représentation politique. C'est tout à fait exact. Mais c'est qu'on ne peut pas faire sortir... Si tu reprends la première, quand je me balade, parce que je me balade un peu moins, mais je me suis beaucoup baladé dans le monde, quand j'étais à Hong Kong, donc il y a 15-20 ans, il y avait 5000 Français, il y en a 20 000 aujourd'hui. Beaucoup plus que de Britanniques. Hein. Quand tu vas en Floride, il n'y a que des Gaulois. En Californie. En Californie, il n'y a que des Gaulois. Tu vas à Londres, dans toute la City, il n'y a que des Gaulois pour tout ce qui est marché obligataire, parce qu'on est des très bons matheux. Tu vas en Thaïlande, il n'y a que des Gaulois. Partout où je vais aujourd'hui, il y a des Gaulois partout. Donc ça veut dire que la partie qui n'a pas peur de notre population s'en va, parce qu'elle ne supporte pas de vivre dans la peur. Il y avait déjà en Allemagne des gens qui se barraient, puis il y a eu une deuxième vague qui était des Italiens, puis une troisième qui a été des Juifs et tout ça. Donc, je veux dire par là, c'est que l'extraordinaire réussite de l'Europe, c'est beaucoup fait par son émigration. L'émigration anglaise a créé l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, l'Allemande, ça a été beaucoup les États-Unis, les Italiens aussi. Donc, le seul pays qui n'a pas participé beaucoup à c'était la France, parce qu'on n'avait pas de dépenses. Aussi, il y a eu, par exemple, cette extraordinaire immigration italienne qui venait de Sicile, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y avait des famines incroyables et qu'ils suçaient des cailloux, littéralement. Et idem des Irlandais. Et les Irlandais, ils ont tous fait la famine de la pomme de terre. Ce que j'essaie en train de dire, c'est qu'il est peut-être en train d'arriver à la France que, comme on passe notre temps, que les meilleurs s'en vont, mais peut-être ils reviendront. Ouais, mais c'est en tout cas.
on ne peut pas leur en vouloir. Si tu es un entrepreneur, tu ne peux pas leur en vouloir d'aller vivre là. Je ne vais pas leur en vouloir, d'autant que mes 2 filles sont pour l'instant à l'étranger. Mais ce que je dis simplement, c'est que c'est dommage. On n'a pas le cul sorti des ronces, parce que si tous les meilleurs s'en vont et qu'il nous reste que des boomers et des gens haineux, ça va être difficile de s'en sortir par le haut. Ça va être difficile de s'en sortir par le haut. Mais je te signale que la France est, avec les Philippines, le pays qui reçoit le plus de contributions internationales familiales venant de l'étranger. Ah bon ? C'est avec les Philippines. Parce que il y a tellement de Français à l'étranger maintenant qui envoient du pognon à la maison parce que la maison est misérable. C'est effrayant. C'est effrayant. Voilà, donc c'est pas du tout. Donc d'un côté c'est extraordinaire, le monde change, et de l'autre côté, nous on est le petit vieux rabougri dans son coin qui dit c'était mieux avant. Et donc on n'envoie pas que des roses blanches à sa jolie maman, maintenant on envoie des mandats cash. Voilà, on envoie des mandats cash, exactement. Non, c'est extraordinairement bullish, sauf pour les gens qui ont décidé de grogner dans leur coin, quoi. Mais moi je n'ai pas envie de grogner dans mon coin, ça m'énerve. Non, on va pas grogner dans un coin, mais on en a gros quand même un petit peu. On en a un petit peu gros quand même. Bon, pourrait faire mieux. Oui, peut mieux faire. Ferait venir vos parents. La France est un pays qui est tué par son élite. Bon, c'est pas la première fois dans l'histoire. On le sait, hein. On le sait. On le sait. Mais une fois qu'on avait le diagnostic, vous dites, moi ce qui me tue, c'est que les gens soit on se casse, soit il va falloir prendre les fourches, mais ça on l'a dit depuis un moment. Hein. Mais le problème, c'est pas avec nos boomers qu'on va faire bouger grand-chose. Ah, il est grand, Édouard Philippe. Et quel bel homme. Quel bel homme, ça c'est Villepin. Écoute, je suis fatiguée. Voilà, donc prenez votre destin en main. Voilà. Et si vous avez un petit peu d'argent et que vous êtes en France, dites-vous bien que votre épargne n'a pas de raison de l'être là où vous êtes physiquement. Pour la première fois de l'histoire, vous pouvez vivre en France et le mettre dans le cercle qui est là. Voilà. C'est facile. Et mettez-le dans le cercle qui est là. Parce que vous consommez et ça va vous faire des petits. Et ça fait toujours plaisir de voir qu'on n'est pas pris pour un gigot, quoi, de 7 heures. Ça fait plaisir. Voilà. Écoutez, merci encore de nous avoir suivis. N'hésitez pas à m'envoyer des questions. C'est une émission très importante qu'on vient de faire. Oui, c'est une émission très importante. J'essaierai de le faire valoir dans le titre. Et mettez-la dans vos favoris, parce que revenez-y de temps en temps. Parce que c'est une émission où nous avons essayé d'insuffler un petit peu d'optimisme et pas faire que du crapouillot. Mais aussi parce que ça va être un temps long. Et cette carte est importante, et essayez de vous la remémorer, prenez des copies d'écran et réfléchissez-y dans vos choix d'investissement. Voilà. Absolument. On vous dit à la semaine prochaine, et merci d'être là. Merci mille fois. À bientôt.